Cette exposition en fait s'articule en trois axes. Le premier, c'est fuir, le second, c'est se cacher, et le troisième, malheureusement, c'est être pris. Donc ici, on est dans la deuxième partie qui s'appelle se cacher. On a déjà fui, maintenant on va se cacher. Et vous voyez que les panneaux ont une forme particulière. Ils reprennent très exactement les dimensions de la chambre d'Anne Frank dans ce qui a été appelé l'annexe, donc leur cache aux Pays-Bas. La famille Frank, qui sont des bourgeois, comme vous et moi, des gens lambda, qui vivent plutôt bien en 1929, sont arrivés à la mort en 1944. La crise économique de 1929 qui a entraîné une crise économique majeure en Europe, notamment en Allemagne. On voit sur cette première photo des épargnants qui viennent devant une banque à Berlin. Ils essayent de récupérer leur argent, la banque a fait faillite. Les épargnants ont tout perdu par la même occasion. Hitler et son parti national-socialiste va s'intégrer dans ce désespoir, notamment en Allemagne. Il forme un premier cabinet ici, et puis il écrit son livre en 1925 qui s'intitule Mein Kampf. Et il va créer des chantiers, Hitler. Il va créer de grands chantiers d'autoroutes, il va créer Volkswagen, des grandes usines automobiles. Il va redonner effectivement du travail aux gens. Donc à partir de 1932, il va y avoir de plus en plus de limitations et de privation de liberté pour tous les juifs allemands. Dans certains cafés, très rapidement, on dit non, nous les juifs, on n'en veut pas, vous n'êtes pas nos clients, et c'est affiché très clairement. On détermine quels sont les magasins dont le propriétaire est juif, en marquant, en barbouillant la vitrine d'une étoile de David comme celle-ci. Les juifs perdent tous leurs revenus, perdent leurs moyens d'exercer leur profession, et perdent également toute leur fortune. Il suffit d'avoir un grand-parent juif, ou supposé juif, pour être considéré comme juif. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, lorsqu'on voulait voyager, on ne pouvait pas sortir comme on le fait maintenant d'un pays, rentrer dans le pays d'à côté. Il fallait avoir des papiers d'identité qu'il fallait montrer, et puis il fallait avoir un visa de sortie et un visa d'entrée. Ils essayent de fuir, mais qui va les accepter? S'ils arrivent à payer la taxe de visa de sortie, qui va les accepter dans les pays d'Europe? Plus personne. Il y a des quotas partout. C'est plein, on décide que la barque est pleine en Suisse et que c'est terminé, on ne vous veut pas. Dès que l'Allemagne rentre et conquiert un territoire, tout de suite sont mises en place les mesures antisémites que vous voyez ici, qui sont décrites ici. Regardez, le juif, il est horrible, il est méchant, il va vous prendre vos enfants, il va empoisonner vos puits. On a endoctriné les gens, vous voyez ici des garçons qui font partie de ce qu'on appelait les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, et puis des jeunes filles dessous. Donc on les prenait très jeunes, c'était une sorte de scoutisme, et on leur lavait littéralement le cerveau. Tous les secteurs de la vie sociale sont expurgés de tout ce qui est juif. Tout ce qui est juif est mauvais, donc on le sort. Ici, dans le ghetto de Varsovie, il y avait à peu près 400 000 personnes sur un pâté de maison. Donc imaginez la population du canton de Genève, en gros, réunie sur 2-3 pâtés de maison. À Paris, le 7 juillet 1942, il y a eu une rafle énorme qui a été organisée par l'occupant allemand en collaboration avec la police française et puis également les moyens de transport français, notamment la RATP, qui a organisé le rassemblement et le déplacement de tous ces gens qui ont été rassemblés dans le lieu le plus grand qu'on a pu trouver, le Veldiv, c'est-à-dire un stade. Après avoir dépouillé les gens, les avoir concentrés, on va les envoyer dans des camps de concentration, on va les assassiner. Un grand nombre de camps de concentration ont été construits sur le territoire polonais. Simplement parce que la Pologne avait à ce moment-là un réseau de chemin de fer extrêmement développé et très efficace. Ici, on a quelques photos de ces fameuses rampes du camp de concentration d'Auschwitz. Et on voit ici les gens qui arrivent. Il s'agit de femmes, d'enfants. Il n'y a pas d'hommes, plus d'hommes, ils ont déjà été embarqués. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va vous donner une tenue comme la mienne, vous allez passer sous la douche, on vous donnera un bon repas chaud, ne vous inquiétez pas. Vers le début des années 30, Otto Frank, le père d'Anne et de sa sœur Margot, qu'on voit ici, se dit, en Allemagne, je ne me sens plus très sûr en tant que juif. Je vais ouvrir une succursale de mon entreprise aux Pays-Bas, à Amsterdam, on ne sait jamais. Et puis en 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, et comme on l'a vu tout à l'heure,
tout le système antisémite se met immédiatement en place. Alors petit à petit, Otto Frank se dit, ça ne va pas aller pour nous non plus ici. Il va installer une cache qui se trouve dans cette partie-là de la maquette. Alors toute cette partie ici du bâtiment, la partie la plus basse, est celle de l'entreprise. Et il va dégager petit à petit les 2 étages ici supérieurs et les combles pour aménager une cache pour sa famille. Alors depuis le canal, c'est relativement étroit, on ne voit pas ce qui se passe là derrière. On ne voit pas qu'il y a un bâtiment qui est assez important ici, qui donne d'ailleurs sur un tout petit jardin qu'on voit ici. Otto Frank, sa femme Edith, Margot et Anne vont aller se cacher à partir de juillet 1942. Toute cette partie-là d'Opekta continue à travailler. Il y avait de nombreux employés qui n'avaient aucune idée de ce qui pouvait se tramer dans cette partie-là. Pour y accéder, il faut faire basculer une petite bibliothèque qui se trouve ici. Elle cache, si on la bascule, l'entrée dans ce local là derrière qui permet d'accéder à ces 2 étages puis au comble. Ils n'ont pas de carte d'alimentation et de rationnement et tout ce qu'on va acheter pour les nourrir vient du marché noir. On voit ici les files d'attente pour le rationnement et pour le marché noir. 2 personnes vivaient dans cette chambre pendant un peu plus de 2 ans. C'est-à-dire Anne Frank avait son lit ici, et puis il y avait un autre lit ici qui appartenait à un adulte, M. Pfeffer. Elle se crée, elle s'invente une amie, ici, qu'on voit en noir, une amie virtuelle qu'elle appelle Kitty, et elle lui écrit. Et puis elle écrit aussi des choses très très belles sur son avenir, en disant quand tout ça sera fini, je serai journaliste, je serai écrivain. C'est extrêmement poignant de lire tous ces extraits de son journal. Le 4 août 1944, ils sont dénoncés et la police hollandaise, avec un membre de la Gestapo, arrive et envahit l'annexe. Ils sont arrêtés. Ils sont emmenés au camp de Westerbork et de là, ils sont dispatchés dans divers camps de concentration vers l'est. La secrétaire d'Otto Frank, Miep, est montée dans les locaux de l'annexe pour voir ce qui restait. Et puis elle a trouvé sur la table d'Anne, dans cette petite chambre où nous nous trouvons maintenant, elle a trouvé le journal d'Anne. Et elle l'a gardé. Et le seul qui a survécu, c'est le père de Anne et Margot, Otto. À sa sortie du camp, il a réussi à regagner Amsterdam. Et puis il est entré en contact avec son ancienne secrétaire, Miep, qui lui a remis le journal de sa fille. Et finalement, il décide de le publier tel quel. Et vous voyez ici la couverture de la première édition du livre, dont on connaît après la suite, qui a été traduit dans toutes les langues du monde et qui est maintenant une lecture dont j'espère que tous les enfants du monde vont lire.